Donc d'abord, le livre, il sera sur la confiance en soi, qui est déjà suffisant. Je remercie Françoise qui représente les éditions de la Dépêche Vétérinaire et qui a accepté, elle, le défi. On s'est lancé mutuellement un défi pour sortir ce livre et donc il sera disponible, je pense, dans les prochaines semaines et il sera bien sûr disponible à la VAC pour ceux qui seront là. Ce travail, il est surtout lié au fait que, et vous allez le voir, je vais aller forcément très très vite parce que le premier défi, c'est de me dire, on m'a dit, t'as 45 minutes. D'habitude, on peut faire une journée entière sur la confiance, donc il a fallu faire des choix. La problématique de la confiance en soi, peut-être ça parle à certaines personnes dans la salle, est vraiment une grosse problématique des jeunes générations. Et ça n'est pas de leur faute, pour enfoncer directement quelque chose qui est extrêmement important. C'est la responsabilité collective. Elle est probablement la conséquence aussi de pas mal de personnes qui quittent leur profession, vétérinaire comme ASV, c'est très régulièrement quelque chose qu'on peut partager dans les cliniques. Et donc cette problématique-là, c'est probablement important de mon point de vue, dans ma croyance en tout cas, de travailler dessus, parce qu'il suffit qu'il y ait une seule et unique personne qui n'ait pas assez de confiance en elle dans une équipe pour que ça casse la totalité de la confiance dans l'équipe, ou en tout cas ça les ratigne fortement. Donc il est important de s'en occuper. S'il suffit qu'il y ait un pneu qui soit crevé sur une voiture, ça empêche la voiture d'avancer. Donc oui, on va parler de confiance. C'est une thématique qui est à la fois extrêmement complexe et à la fois extrêmement importante dans vos entreprises. Et pour commencer, je dirais forcément que on va s'appuyer sur ce que Tom vient de nous partager. Alors on est des magiciens, waouh, super. Je pense que Tom, il est un peu plus magicien que d'autres, ok. Et qu'est-ce qui explique cette magie-là? Qu'est-ce qui a fait que quand il est arrivé avec son idée en disant on va faire des cookies pour sauver la boîte, les gens ont dit, alors il nous a dit à différents degrés, mais à mon avis les gens ont dit ok, c'est une bonne idée, on va te suivre. Probablement quelque part qu'ils ont confiance ou qu'ils ont eu confiance dans Tom et que c'est un magicien par rapport à son leadership qui est un peu plus important que les autres. Alors je vais commencer par quelques questions. Parce que ceux qui me connaissent, ils savent que les questions, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Des questions que je vous encourage à réfléchir, auxquelles il faut réfléchir. Je n'ai pas besoin d'avoir une réponse immédiate, mais en qui avez-vous confiance? Ce concept-là, vous allez voir, à partir de demain, vous allez repérer qu'il y a plein de fois dans une journée où on va pas vous parler de confiance dans différentes activités. Et en fait, sur quoi on se base pour avoir confiance? Qu'est-ce qui fait que vous êtes, pour vous, probablement, ou vous le pensez, une personne de confiance? Pour qui? Pour quelles raisons en particulier? Et puis, vous allez le voir, forcément, ça se mesure, la confiance, sinon c'est une espèce de grand concept. L'objectif, c'est d'en faire quelque chose de très concret dans une entreprise. Sur une échelle de 1 à 10, à combien vous sentez-vous en confiance dans votre équipe? C'est des questions que vous pouvez poser individuellement à chaque personne de votre équipe. Et vous, à titre personnel, sur une échelle de 1 à 10, à combien mettez-vous votre propre confiance en vous, sur le plan professionnel en particulier? La confiance, ou du moins le manque de confiance, est la première cause de dysfonctionnement d'une équipe. Donc ce qu'on parle là, c'est pas un artefact supérieur qui va nous permettre d'être un peu plus dans le bien vivre ensemble. C'est vraiment quelque chose qui va impacter la totalité de l'entreprise. Alors ce que je vous propose de traverser, c'est les mécanismes de la confiance. Sur quoi ça se base? C'est quoi vraiment la confiance? Les enjeux pour les entreprises, et en particulier les entreprises vétérinaires, de cette confiance, et le manque de confiance en soi. Il y a des gens qui arrivent à en faire des livres, donc peut-être qu'en quelques diapos, je vais essayer de vous expliquer le concept. Et puis, ce qui m'intéresse toujours, parce qu'on est toujours enfermé dans nos problèmes, voilà, l'éclairage de Tom, c'est qu'il y a un moment donné, il y a des problèmes. Ce qui importe le plus, c'est quelles sont les solutions qu'on va apporter par rapport à ces problèmes-là, et de voir comment on peut essayer de travailler très concrètement l'amélioration de la confiance dans l'équipe. Et ça va passer par quelque chose qui est essentiel, que les gens qui me connaissent savent que c'est peut-être un credo personnel, mais d'envoyer de la reconnaissance positive pour toutes les choses intéressantes, bien faites, qui arrivent tous les jours dans vos cliniques vétérinaires. Mais on a une phrase qui est malheureusement une phrase magique, c'est « bah oui, mais c'est normal ». J'ai pas besoin de lui dire, elle le sait. Ou il le sait. Voilà, j'ai régulièrement des vétérinaires en disant oui, mais je la paye pour ça. Ouais, d'accord, mais vous allez voir que la reconnaissance, ça peut être quand même un facteur qui soit extrêmement intéressant et important. Je sens qu'il y a des ASV qui sont peut-être déjà un petit peu dans cette réflexion-là. Alors, bien sûr, quand on parle de confiance, on parle de Caïn, livre de la jungle, et confiance. Alors ça sert à rien, d'accord? Parce que la confiance, c'est un sentiment personnel. Donc, ça dépend de chacun d'entre vous. Un sentiment de sécurité et de sérénité qui va justement favoriser l'engagement dans l'action. Et c'est pour ça que c'est une thématique qui est
complètement en phase avec la thématique globale de l'effectuation. Le mot le plus important, c'est sentiment. C'est un sentiment personnel, c'est un ressenti. Et donc, ça va appartenir à chacun d'entre vous, et donc quelqu'un qui voudrait vous faire décréter quelque part que vous êtes en pleine confiance ou que la confiance dans l'équipe, elle est bien au-delà de ce que vous imaginez, c'est quelqu'un qui n'est pas crédible du tout à vos yeux. D'ailleurs, on dit bien « je me sens en confiance », donc c'est quelque chose qui est très personnel. On ne peut pas la décréter de l'extérieur. Et la première notion extrêmement importante, et je crois qu'on a beaucoup parlé de peur, et on verra vraiment pourquoi on parle de beaucoup de peur. Ce matin, je entendais les ASV, j'ai des craintes, c'est qu'on soit moins une famille. Tom parlait, j'ai peur que peut-être demain, ça aura encore une difficulté supplémentaire avec ce qui nous arrive, etc. etc. Et donc, la confiance, c'est l'antidote de la peur. Et on a toujours notre balance, peur, confiance, peur, confiance. On n'est jamais sans aucune peur et il faut accepter de mettre ses peurs sur la table. C'est normal d'avoir peur. Alors déjà, le mot peur fait peur. En fait, on parle de crainte, on parle peut-être d'inquiétude, etc. Mais non, il faut mettre les peurs sur la table, c'est extrêmement important. Et en face des peurs, on va mettre, bien sûr, de la confiance. C'est les deux faces d'une même pièce. Je ne peux pas regarder les deux faces en même temps. Donc, soit plus j'ai peur, moins j'ai confiance. Soit plus j'ai confiance, moins j'ai peur. D'où l'importance de travailler la confiance. Et aujourd'hui, particulièrement, évidemment, avec tout ce qu'on a traversé, on est dans un monde de peur. On est dans un monde, de toute façon, qui est de plus en plus incertain. Il faut l'accepter. Et donc, à partir du moment où il y a cette incertitude, il y a énormément de peur. Là, on parle de peur de problématiques économiques. Il y a des gens qui ont peur de ne pas avoir de l'essence pour cet après-midi. Il y a des gens qui vont avoir peur de la crise financière. Donc, on a tous nos peurs. Okay, et elles sont complètement légitimes, elles sont personnelles. Et malheureusement, quelque part, ce que j'appelle le syndrome BFM TV, c'est que les médias, en particulier les médias d'information continue, en ont fait leur gagne-pain. Eux, ils savent que, quelque part, votre cerveau, il est orienté survie, que tout ce qui va être une peur, ça va m'intéresser, ça va me concerner. Ils vous parlent toujours des problèmes qui existent, de ce qui pourrait arriver, et peut-être qu'il y aura un nouveau variant, et peut-être qu'il n'y aura pas d'électricité à Noël, et peut-être qu'on ne va pas pouvoir vous alimenter en électricité ou en gaz. En permanence, toutes ces informations-là sont toujours des informations négatives qui sont de plus en plus posées avec une question. Parce que rien n'arrête la question, et donc quand vous avez la question dans votre tête, avec quelque chose qui est négatif, vous avez envie le lendemain peut-être de venir chercher la solution ou la réponse à cette question-là. Donc eux, ils le savent très bien, ils ont très bien compris, ils vont nourrir ça en permanence. Et nos peurs, elles sont multiples et permanentes, on va aller assez vite. Hein. Dans les années précédentes, là, on a vu qu'il y avait certains qui avaient peur de souffrir, peur de mourir, peur d'être contaminé. Après, on avait peur de prendre un caddie contaminé. On a eu bien sûr peur de manquer de papier toilette. Oh, putain, extraordinaire. Et ouais, comme quoi, c'est un truc de dingue. Peur de perdre son travail, peur d'une crise économique. Et toutes ces peurs-là, elles sont extrêmement ambivalentes, soit pour différentes personnes, soit parfois pour la même personne. Eh bien, je peux avoir peur du virus et en même temps peur du vaccin qui va me permettre de me protéger contre le virus. Ceux qui jouent au tennis, ils savent qu'avant le match, j'ai peur de perdre et qu'au moment de la balle de match, j'ai peur de gagner. Ça peut être avoir un impact négatif sur la qualité du coup que je vais pouvoir faire. Et puis, eh bien, il y avait le monde d'avant, il y a le monde d'après, il y a les grandes discussions. J'ai peur que tout change et que je sois complètement perdu. C'est pour ça qu'on a aussi parlé du changement hier avec Nathalie. Et puis, il y en a qui disent j'ai peur que rien ne change et qu'on revienne au monde d'avant. Donc voilà, c'est extrêmement complexe. Ce qui est certain, c'est que nos peurs étaient notre instinct de survie de notre cerveau. C'est pas par hasard qu'on a des peurs. C'est que je dirais, notre ego a toujours cette vigilance par rapport à tout ce qui peut arriver autour. Donc nos peurs nous permettaient de survivre. Et aujourd'hui, malheureusement, la plupart du temps, ces peurs, elles nous empêchent de vivre, en tout cas de vivre pleinement notre vie. Alors heureusement, on fait confiance plein de fois par jour. Quand vous êtes venu en voiture, vous avez doublé un camion sur l'autoroute, vous n'êtes pas retrouvé avec le camion qui vous basculait contre la glissière centrale. Vous avez des gens qui se sont arrêtés au stop ou qui ont respecté le feu rouge devant vous. Ceux qui sont venus en avion qui repartent ce soir, vous mettez votre vie dans les mains du commandant de bord et donc vous faites confiance bien sûr au pilote dans l'avion. Ça c'est votre vie. Et puis il y a aussi des choses qui sont très chères pour vous, c'est vos enfants. Quand vous appelez la nounou, vous confiez vos enfants à la nounou, c'est que vous avez confiance évidemment en elle. Puis des choses très simples, hein, vous ouvrez le robinet pour boire un petit peu d'eau. D'abord, vous êtes confiant sur le fait qu'il va y avoir de l'eau. Voilà. Et que l'eau qu'on va vous servir, elle sera effectivement potable. Votre box internet, si vous avez une visio, vous savez bien très bien que des fois, ça est extrêmement important. Et puis en tant que vétérinaire ou ASV, vous avez confiance dans les animaux. Des fois, on s'en approche très près. C'est un sentiment qu'on a, que ça doit
pas être un problème avec cet animal-là. Vous avez confiance dans les clients, ce qu'ils vous racontent sur ce qu'ils ont vu par rapport à l'animal. C'est eux qui vous disent tous les symptômes qu'ils ont observés. Vous avez confiance en eux parce que c'est bien souvent eux qui vont appliquer le traitement. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont pas le faire? Comment ils vont le faire? Donc j'ai plutôt confiance en eux par rapport à ça. J'ai évidemment confiance, un petit clin d'œil aux laboratoires pharmaceutiques qui vous mettent à disposition des médicaments. J'ai confiance que le médicament il est bien conforme à ce qui était prévu au niveau de l'AMM. Et puis vous avez eu confiance dans Ergon. Je vous remercie au titre du CA. Ils auraient pu arriver hier matin et puis dire finalement non, c'était une grosse supercherie, il n'y a pas de forum cette année et on est arrivé pour rien. Non, il y a bien effectivement un forum. Et puis petit clin d'œil, si vous êtes là et je vous en remercie, peut-être vous avez un peu confiance en moi sur la capacité à passer un certain message par rapport à ça. Alors là, on l'a vu ce matin avec Tom aussi, on a toujours cette balance quelque part, j'ai des peurs, j'ai le doute, j'ai des peurs, j'ai de la confiance, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je décide, c'était le thème de l'année dernière. Et comme on a toujours cette balance-là dans la tête, eh bien, à partir du moment où j'ai plus de peur que de confiance en moi, confiance dans l'équipe, confiance dans l'environnement, eh bien, je vais être dans l'immobilisme, ce que j'appelle moi, pour ceux qui me connaissent, le syndrome du lapin dans les phares. Je fais plus rien, je sais pas ce qui va se passer, et bam, en général, je prends la bagnole dans la gueule. Ou peut-être de l'inconscience, et ça pousse des fois à faire des choses incroyables. Mais non, ça va aller, et puis on va parfois se mettre extrêmement en danger. Et puis, une notion qui est très très importante, c'est que quand, heureusement, j'ai plus de confiance que de peur, la différence à ce moment-là, ça s'appelle le courage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, ça veut dire qu'il y a toujours du doute. Est-ce que je suis absolument certain en permanence d'arriver là où je pense arriver? Non, on n'en est jamais globalement certain à 100%. Sinon, ça serait plus de la confiance, ça serait de la sécurité, et ce n'est pas le thème de la conférence aujourd'hui. Donc le courage n'est pas l'absence de peur, le courage c'est juste le fait que je me sens davantage capable, en confiance, pour arriver à affronter mes peurs. Et les principales caractéristiques de la confiance, la toute première, fondamentale, confiance, ça vient du latin cum fidere, avec croyance, je crois. Et donc toujours la confiance sera quelque chose qui sera une croyance. Ça veut dire que ça n'est pas une fois de plus l'infaillibilité. Je fais confiance à quelqu'un, j'intègre quelque part, dans la citation que j'ai marquée de Michela Marzano, c'est que j'intègre le fait de la trahison. Peut-être que ça va marcher, je crois que ça va marcher dans la grande majorité des cas. Peut-être, de temps en temps, je vais peut-être être déçu par rapport à ça. C'est ça qui fait aussi la valeur de la confiance. Si c'était une sécurité, ça n'aurait pas de valeur. La confiance, ou donner sa confiance à quelqu'un, c'est que j'accepte quelque part que cette personne-là puisse ne pas être à la hauteur en particulier de mes attentes. La confiance, ça renvoie aussi à la fiabilité, c'est la même racine latine. Donc je crois que cette personne, elle est fiable, c'est toujours évidemment une croyance. Et ça pousse à la confidence et à se confier. Et dans une clinique, quand on commence à travailler, ce qui est très important, c'est d'arriver à exprimer ce que l'on ressent. C'est-à-dire de commencer à pouvoir oser dire ce que je pense, et que j'ai besoin d'avoir un minimum de confiance en moi, confiance dans les personnes qui m'écoutent, pour pouvoir arriver à exprimer un certain nombre de choses. Donc quand je rentre dans la confidence, c'est déjà qu'il y a un tout petit peu de confiance, et tant mieux. Et puis il n'y a aucune relation interpersonnelle s'il n'y a pas de confiance. Si vous n'avez plus confiance dans votre conjoint ou dans votre conjointe, j'ai peur que ça n'aille pas très très loin. Et je dirais que dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quelle relation interpersonnelle, c'est forcément quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, voilà, j'ai bien aimé dans le témoignage de Tom, c'est que ça exprime notre vulnérabilité. Je ne suis pas sûr d'avoir totalement raison. Quand il y a eu des gens qui lui ont dit non, ton idée, là, je n'y crois pas une minute. Et puis il y a eu une personne ou deux qui y ont cru. Et je dirais que ça a permis à Tom de développer ça. Donc ça nous met en position de dépendance par rapport aux autres. Je vais donner ma confiance à quelqu'un. Et donc, quelque part, je ne veux plus être dépositaire, moi, personnellement, du résultat. C'est quelque part l'autre qui va faire le travail à ma place. Mais j'en suis toujours responsable. Et donc, je me mets en position de vulnérabilité sur la qualité du travail qu'il va faire, sur le risque peut-être d'avoir une erreur par rapport à ça. Et désolé, mais KA, ça ne marche pas. La confiance, ça ne se décrète pas. Elle se construit uniquement sur des choses que je vais pouvoir voir, donc sur des actions, sur des preuves. C'est comme ça qu'on va essayer de faire gonfler tout à l'heure, petit à petit, la confiance des individus en particulier. Et puis, elle se remplit en millilitres, on dit c'est du goutte à goutte. Vous savez bien, le cheminement pour avoir complètement confiance dans quelqu'un, ça prend du temps. Et par contre, malheureusement, je dirais, ça peut se vider, on dit en litres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas grand-chose, des fois une parole un peu méchante, un mail un peu incendiaire, pour casser la confiance et pour la faire redescendre, et je dirais pour la mettre pratiquement au niveau zéro par rapport à ça. Et puis la confiance, c'est compliqué parce que ça va dans toutes les directions.
Je peux avoir confiance en moi lorsque je fais des vaccins, je peux avoir confiance en moi lorsque je fais de la dermato et ne pas avoir confiance en moi quand je fais de la chirurgie. Je peux pour une ASV être en confiance quand je suis au téléphone, quand je fais peut-être un conseil sur un sac de pet food et ne pas être en confiance en moi quand j'aide en chirurgie. Donc forcément que ça va être très variable, même au niveau professionnel, d'une activité à l'autre et c'est pour ça que c'est quelque chose qui peut être complexe à intégrer. Alors, pourquoi c'est un défi cette confiance et surtout quels sont les enjeux au niveau d'une entreprise en France? Première notion extrêmement importante, c'est que peut-être à cause de notre problématique judéo-chrétienne ou notre historique judéo-chrétien, je suis peut-être pas une problématique, mais en tout cas c'est notre historique de société judéo-chrétienne, lorsqu'on pose la question à quelqu'un, est-ce que vous avez confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Est-ce qu'il est possible de faire confiance à l'autre alors que vous ne le connaissez pas? En France, on est dans les choux, quoi, d'accord? 22% des Français interrogés font confiance naturellement à l'autre, 1 sur 5 malheureusement. Et si on regarde tout à fait en haut, là, vous avez tous les pays d'Europe du Nord qui sont tous à 60-70%, tous, tout le temps. Voilà. Ils ont une capacité à être beaucoup plus en confiance par rapport à l'autre. Donc ça, déjà, sociétalement en France, on n'est pas terrible. Lorsqu'on regarde les dernières données sur la confiance dans l'entreprise, comment vous avez confiance dans votre employeur, alors Tom l'a dit, on a une législation de travail en France qui fait qu'on a heureusement relativement confiance parce qu'il y a plein de choses que la personne n'a pas le droit de faire. Donc on est dans le quartile du haut de ceux à qui on a confiance dans notre employeur. Mais malheureusement, la France, on est quand même plutôt en queue de peloton, d'accord, 26e sur 27. 27 meilleurs, hein, ok, mais 26e sur 27 quand même. Et puis entre 2022 et 2021, on a perdu 3 points par rapport à cette confiance-là. Donc c'est une problématique de plus en plus importante dans les entreprises. Et dernier chiffre, et après globalement j'arrête, c'est qu'il y a 48% des cadres, donc ça doit être concerné peut-être un certain nombre de personnes dans la salle, 48% des cadres en 2015, je crains que ce soit beaucoup plus aujourd'hui avec toutes les problématiques de grandes démissions qu'on peut rencontrer. 48% des cadres qui ne se déclarent pas en confiance sur le plan professionnel, et certains, 14% à cette époque-là, qui sont vraiment complètement en défiance, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans un désengagement total. Je pense que c'est même encore plus que ça. Et alors la conséquence de tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est que quand on travaille la confiance, premièrement, on va gagner beaucoup en qualité de vie au travail. Lorsqu'on va être dans un environnement qui va porter de la confiance, je vais avoir beaucoup moins de pression et je veux bien évidemment être mieux dans mon boulot. 74% de stress en moins pour le salarié, 40% d'épuisement en moins, ce qui se traduit par 76% de fidélité supplémentaire à l'entreprise. À un moment où d'arriver à recruter, c'est compliqué, plus vous aurez de la fidélité de vos salariés, moins vous aurez d'entretien d'embauche à faire. Et donc, plus vous allez quelque part travailler la confiance dans l'équipe, plus les gens se sentiront en confiance dans votre équipe, moins ils seront tentés d'aller voir ailleurs. Et la conséquence de tout ça, bien sûr, c'est qu'à partir du moment où on est bien dans son boulot et que finalement je reste là et j'ai pas besoin d'avoir j'ai pas de turnover trop important, 50% de productivité supplémentaire. Donc c'est pas quelque chose d'accessoire de travailler la confiance, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans les entreprises. Alors ce qui diminue la confiance, je suis persuadé que dans la salle ça concerne personne, mais pour ceux qui peut-être regarderont le replay, ça peut être intéressant. La première chose, c'est le pouvoir hiérarchique descendant. C'est terminé, ça a très bien marché, effectivement, le management directif au XXe siècle. Au XXIe siècle, ça n'existe plus ou ça ne devrait plus exister. Si vous m'imposez de faire ça, moi j'ai pas envie de le faire et donc j'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en moi parce que vous me dites ce que j'ai à faire et bien souvent comment je vais le faire. La deuxième chose, c'est l'excès de contrôle. Ça arrive de temps en temps que des jeunes vétos disent de toute façon je suis parti de cette clinique-là parce qu'il fallait que tous les soirs le véto associé vienne lire les ordonnances que j'avais faites dans la journée et que finalement moi ça prouve très clairement qu'il n'avait pas confiance en moi et je ne peux pas leur donner tort. Et puis la manque de valorisation. Et là, je crois que nous avons tous énormément de travail à faire sur le manque de reconnaissance, et on finira bien sûr par rapport à ça. C'est quelque chose qui est évidemment à développer, qui demande bien souvent quelques minutes. C'est un tout petit investissement. Je sais que le temps est précieux, mais tout petit investissement. Il n'y a pas besoin d'aller faire des gros achats pour développer la confiance en s'intéressant à la reconnaissance positive. Elle concerne évidemment toutes les personnes dans l'entreprise, et on le verra aussi très clairement. Alors pourquoi c'est un défi ?
Un petit jeu de mots, hein, bien sûr. D'abord, premièrement, c'est que j'ai dans 4 dimensions. Donc la première dimension, c'est la confiance en soi. Ça commence forcément par là. Donc comment je suis en confiance, comment je me sens en confiance, comment j'ai confiance en moi, évidemment sur le plan professionnel. Comment je peux faire confiance à quelqu'un, comment je délègue ma confiance, comment je peux effectivement le faire en maximum de sécurité. Comment, de mon point de vue, on va inspirer confiance. Donc là, ça marche plutôt dans l'autre sens. C'est que mon comportement, comment je suis aligné avec moi-même. Et Tom nous a dit que ça transparaissait à l'extérieur, ça transpirait. Et oui, ce que vous êtes à l'intérieur, c'est quelque chose qui va être extrêmement important pour idéalement inspirer confiance. Et puis la 4e dimension, c'est l'environnement sécurisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes, vous, en confiance, que vous êtes capable de donner votre confiance, que vous êtes capable d'inspirer confiance, votre environnement va être un environnement de confiance. L'équipe est un élément de sécurité. Sécurité, moins de peur, plus de confiance. Et donc, c'est extrêmement important que la résultante se situe à ce niveau-là. Alors, je vous l'ai dit, quelques informations sur le manque de confiance en soi, surtout pour faire en sorte que les gens qui seraient dans ce ressenti-là, cette évaluation-là, comprennent que quelque part, c'est pas en particulier de leur faute. Donc, la problématique, c'est déjà de se dire, je ne suis pas capable de... En fait, de bien intégrer le fait que c'est votre ressenti et c'est une croyance. Je crois que Philippe Ziberzan nous a beaucoup parlé, peut-être un petit peu à mots masqués, mais que de ces problématiques de confiance, de ces schémas mentaux qu'on a tous, d'accord, qui vous ont été inculqués par votre éducation à l'âge de 6-7 ans. Et donc très clairement, ça c'est maintenant, c'est vous, c'est votre sac à dos. Hein. Je suis d'accord avec l'expression qu'utilisait Nathalie Bouscas. Donc je crois que je ne suis pas capable de, qui est une croyance limitante. Et la croyance limitante, elle nous empêche d'avancer. Et donc elle va faire en sorte que je ne sens que j'ai pas suffisamment confiance en moi pour aller un peu plus loin. Et la croyance limitante, elle est assez désastreuse parce qu'en fait, la croyance limitante, elle est auto-réalisatrice. Je n'essaye pas parce que je pense que je ne suis pas capable de, ou je ne suis pas capable de. À partir du moment où je n'ai pas essayé, je n'y arrive pas. Et à partir du moment où j'y arrive pas, évidemment, j'avais bien raison de ne pas essayer parce que vraiment, j'y suis pas arrivé. Et donc, forcément, mais c'est très, très mécanique. Hein, et donc, forcément, c'est quelque chose qui va nous poser un énorme problème. Et puis... le sentiment de carence de la confiance en soi ou de l'estime de soi, sachant qu'il n'est pas possible d'avoir de la confiance en soi si on n'a pas d'estime de soi. L'estime de soi, c'est je suis ce que je suis, la personne que je suis, et la confiance en soi, c'est je suis content de ce que je peux apporter, de mes compétences. Et je ne peux pas arriver à avoir de la confiance en moi si je n'ai pas d'estime de moi. La confiance en moi, elle se repose, c'est un triptyque sur avant tout l'estime de moi, je suis quelqu'un qui a une certaine valeur, sur la bienveillance vis-à-vis de soi, je suis capable de m'évaluer tel que je suis, et la bienveillance des autres, et évidemment, on va y venir impérativement. Donc, le sentiment de manque de confiance ou de manque d'estime de moi, c'est la différence entre ce que je suis, ce que je crois être, et là, bien sûr, les croyances sont encore importantes, avec mon sac à dos, mon vécu, mes expériences, mes qualités, mes réussites, les échecs, les difficultés que j'ai pu avoir, et la différence par rapport à ce que j'aimerais être, qui est une ombre. Je vois plus le sac à dos sur l'ombre, c'est top. Le problème de l'ombre, c'est qu'en fait, elle n'existe qu'à partir du moment où il y a le soleil. Et le soleil, c'est le regard des autres. Donc, ce que j'aimerais être pour les autres. Et Sartre avait écrit l'enfer, c'est les autres. C'est pas la présence des autres, c'est le regard des autres et c'est la pression que les autres inconsciemment me mettent en permanence sur le dos. Et donc, pour les problématiques de confiance en soi, si on était seul sur Terre, on n'aurait pas de problème de confiance en soi. Si on n'a pas de confiance en soi, c'est qu'on n'a pas de confiance dans la bienveillance des autres. Chaque fois que je vais faire quelque chose, j'ai toujours peur de me faire massacrer la gueule. Voilà. Et c'est ça qui est une problématique de la confiance en soi. Je dirais, j'ai pas de confiance dans la capacité de non-jugement, dans la capacité d'être dans la bienveillance de la part des gens en particulier avec qui je travaille en particulier. Alors juste pour illustrer ça, petit clin d'œil à Greg et Chacha. J'ai lu ça, alors c'est une référence bibliographique extrêmement importante, c'est le journal de l'équipe du 25 septembre. Okay, voilà. Mais c'est intéressant pour ce magnifique club de rugby. Pardon. Voilà. Un buteur, il dit à un moment donné, en fait l'année dernière c'était très simple, quand tu es buteur et que tu as un mec derrière toi qui n'attend qu'une seule chose, c'est que tu te loupes, puis il va te détruire à longueur de journée, c'est compliqué après sur le terrain d'être en confiance.
d'avoir de la confiance en moi parce que je sais que l'autre derrière, il va m'attendre. Quand tu as un mec derrière toi qui essaye de pousser pour que tu sois performant et que tu donnes le meilleur de toi, c'est plus facile. Alors les problématiques de confiance en toi dans votre équipe, c'est pas démerde-toi avec ton manque de confiance en toi, c'est que ça nous concerne tous et j'ai évidemment en tant que manager, en tant que leader, mais en tant que simple collaborateur, une énorme responsabilité par rapport à la notion de confiance dans les confiances individuelles de chacun. Alors je vous l'ai dit, cette problématique-là, elle est encore plus importante aujourd'hui. Elle est de plus en plus travaillée et je dirais qu'il y a un certain nombre d'aspects qui expliquent que finalement c'est encore plus difficile d'être en confiance, d'avoir de la confiance en soi, en particulier dans les jeunes générations, les générations Z ou Y, c'est-à-dire globalement les gens qui sont nés après 85. Alors c'est générationnel et en même temps il y a plein de cas particuliers et heureusement il y a plein de gens qui ont de la confiance en eux ou qui en ont pas, enfin qui ont de la confiance en eux avant, qui ont de la confiance en eux quand on est une génération Z ou Y. Et puis il y a aussi de temps en temps des plus vieux qui n'ont pas de confiance en eux ou en elles. Et en fait, elle tient au fait que je suis permanent dans la compétition, j'ai besoin de l'attention des autres qui vont me regarder, et j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur, c'est ce qu'on dit assez régulièrement, on ne sait pas d'ailleurs à la hauteur de quoi, de qui, de ce que j'imagine, peut-être la hauteur des autres. Et je dirais c'est renforcé par les réseaux sociaux. Parce qu'avant, on était notre petit périmètre. Voilà, les années 80, on se comparait avec les 15-20 personnes qu'on voyait, les copains de promo, tout ça et tout. Bon, c'était pas trop mal, quoi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on va se comparer avec des gens qui sont quelque part dans le monde, qui existent ou qui n'existent pas. Mais très clairement, j'ai vraiment l'impression d'être un gros naze par rapport à ces gens-là. Alors moi, évidemment, j'ai plus de cheveux depuis un certain temps, j'ai des rides partout, etc. J'ai pas encore 64 ans. Putain, si je pouvais être comme Madonna, ça serait top, quoi. Je suis vraiment un gros naze. Eh ben non, j'assume, il faut assumer tel qu'on est, d'accord ? Peut-être que c'est photoshopé en plus, donc c'est peut-être pas la réalité. Et la deuxième notion qui est très importante aujourd'hui, c'est l'immédiateté, quoi. Et je dirais qu'on est dans une génération zapping, il faut aller vite, tout vite, très très vite. Bon, je dirais que cet homme-là, je dirais en 2 ans, il est devenu simple ouvrier à millionnaire sur TikTok, l'icône de rebranding de Hugo Boss, d'accord ? Et il a plus de 130 millions de followers. Waouh, waouh, waouh. Moi, j'en ai peut-être 1000. Putain, je suis vraiment un nul, parce que je dirais, lui, il en a beaucoup plus que moi. Et puis en plus, il vient d'un milieu défavorisé, etc. Donc oui, attention, les réseaux sociaux, c'est une catastrophe par rapport à la confiance en soi. Et puis la deuxième notion qui est très générationnelle, ce qu'on appelle les parents hélicoptères, c'est que la génération de vos parents, pour ceux qui sont de la génération Y et Z, pardon, je vais y arriver, donc les gens qui sont plutôt de la génération X, qui sont nés entre 60 et 85, ça a été la première génération à avoir accès facilement à la contraception. Donc c'est la première génération qui a décidé d'avoir des enfants, combien ils en avaient, quand ils les voulaient, d'accord ? Et ils ont vraiment choisi d'avoir des enfants. Première notion. Deuxième notion, que cette génération-là était la première génération, globalement, où les femmes et les hommes travaillaient tous les deux. Et donc la résultante, c'est que finalement, on n'avait pas beaucoup de temps à consacrer à nos enfants. Et ça veut dire qu'on avait un énorme problème, un énorme sentiment de culpabilité. J'ai fait des enfants, j'ai voulu avoir des enfants, j'ai pas beaucoup de temps pour eux. Et donc, à chaque fois qu'ils avaient besoin de moi, je suis monté dans mon hélicoptère pour aller leur tirer d'affaire de là où ils étaient, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça des parents hélicoptères. Et en plus, ces enfants-là, ils avaient un téléphone portable. Papa peut venir m'aider, j'ai crevé sur la roue de la voiture, je ne sais pas changer la voiture. T'inquiète pas, j'arrive. Super papa, j'arrive. Maman, tu peux pas m'envoyer le dossier parce qu'il faut que j'envoie le truc, mais je comprends pas grand-chose. T'inquiète pas ma fille, je vais arriver. Hop, tac, je m'en occupe, etc. Alors le problème de ça, c'est qu'on l'a fait tous, évidemment, et je me mets complètement dedans par rapport à ça, pour essayer de les aider. Avec en plus de ça Françoise Dolto qui nous a pas aidé, hein. L'enfant roi, waouh, super. Mais bon, peut-être qu'il y avait un excès, mais là, je pense qu'on est parti dans l'excès inverse. Et donc, ces enfants rois ont été placés bien malgré eux, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de votre responsabilité pour ces personnes-là. Ils n'ont jamais connu l'échec ou la difficulté, puisque de toute façon, on a toujours été là pour régler les problèmes à leur place quand il y avait besoin. Et la confiance, je lui ai dit, ça se construit par des actes concrets. La confiance, elle se naît, la confiance en soi, elle naît à partir du moment où je me casse la gueule et je suis capable, personnellement, avec les compétences que j'ai, avec ce que j'ai comme qualité, de me relever. Si les gens viennent vous relever et ne vous relevez pas tout seul, vous ne construisez jamais de la confiance en vous. Et donc, très clairement, ces jeunes générations qui n'ont pas de confiance en eux sont avant tout les victimes de ces parents hélicoptères. La chute n'est pas l'échec. L'échec, c'est de rester où on est tombé. Je crois que ça parle à tous les entrepreneurs, évidemment. Et je dirais, c'est bien en étant capable de se relever, de prendre conscience qu'on est capable de se relever tout seul, qu'on va petit à petit faire grandir la propre confiance en soi.
Alors ça c'est bien, mais bon, alors comment on peut arriver à identifier les gens qui n'ont pas de confiance en eux? Je vous l'ai dit, c'est un sentiment personnel. Donc la seule personne qui est vraiment certaine de pouvoir vous dire si elle a de la confiance en elle ou pas, c'est cette personne-là. Et on va utiliser à ce moment-là une échelle de 1 à 10 et de demander ce que je vous ai demandé en début. Quel est ton niveau de confiance en toi sur le plan professionnel? Peut-être même de préciser en chirurgie ou je dirais dans une autre activité en particulier, quoi. Il n'y a que cette personne-là qui sera capable de vous dire où est-ce qu'elle en est, à condition d'avoir suffisamment d'espace de sécurité pour exprimer vraiment ce que je ressens. Et attention, c'est qu'il y a des fois on pose cette question-là, mais on met tellement la pression, finalement, 8, et en fait, c'est pas la réalité. Donc, c'est évident que c'est important de libérer la parole pour que les gens donnent exactement ce qu'ils pensent par rapport à ça. Et à partir du moment où on a une valeur, Deming a dit, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Si je suis aujourd'hui à 4 en confiance en moi, de quoi tu as besoin pour progresser, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider par rapport à ça, et je vais remesurer peut-être dans 6 mois ou dans un an pour voir si peut-être de 4, tu es passé à 6 ou à 7. Je vous renvoie aussi pour ceux qui étaient à l'outil qui avait été présenté lors de l'atelier de réflexion numéro 2 à Ergon, qui est un outil qui permet aussi d'évaluer la confiance en soi sur les 3 notions essentielles quand on intègre une équipe, la notion d'inclusion, la notion d'influence et la notion d'ouverture. Will Schutz, pour les connaisseurs, référez-vous à ce qu'on avait fait à l'atelier de réflexion numéro 2. Et puis une autre chose qui est très importante pour les managers, pour essayer de voir ce qui se passe dans vos équipes et dans les personnes, c'est que, alors très rapidement, ce qu'on appelle les positions de vie, c'est ma position par rapport à l'autre, tirée de l'analyse transactionnelle. Si je ne suis pas OK, je me sens nul, et que toi, tu me parais complètement nul aussi, et puis alors la vie, elle est nulle, et puis les clients, ils nous emmerdent, et on est dans une phase qui est très, très, très négative, d'accord? Voilà, pardon. Donc on va être en bas à gauche, ok. Bon, là, il n'y a pas de confiance, c'est clair, mais il n'y a rien de confiance. Attention, c'est des gens qui sont candidats à la dépression, et donc il faut absolument s'en occuper. Et puis l'autre position tout à fait à l'extrême, c'est moi, je suis super, j'ai des qualités, j'ai effectivement des défauts, je les assume. Toi, tu as aussi des qualités, tu as des défauts, peut-être nos qualités, elles sont complémentaires, on va pouvoir bien travailler ensemble. Donc je suis dans une position plus, on passe 20% maximum de notre temps dans cette position-là par rapport à l'autre, parce qu'on est très, très vite dans la compétition. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, régulièrement, des gens qui vont être avec peu de confiance en eux, vont être dans une position moins plus. Moi, je ne suis pas aussi bon que toi. Toi, tu es bien meilleur que moi. Toi, tu as plus d'expérience. Et puis, les clients, ils te préfèrent, etc., etc. Okay, ce qu'on rencontre là, effectivement, très, très fréquemment. Donc là, je suis dans une mauvaise estime de moi, dans une mauvaise confiance en moi. Et en haut, à gauche, c'est des gens qui ont une hyper confiance en eux, quoi. Alors attention, et c'est le message que vous passez, ces gens-là qui vont vous affirmer « je sais tout faire, il n'y a aucun problème, tu vas voir ce que je vais voir ». Ce que tu vas voir, on se dit oh, « putain, super, lui, il a de la confiance en lui ». En fait, non, c'est juste qu'on est extrêmement vite capable de passer de en bas à droite à en haut à gauche en permanence, puisque je vais me comparer en permanence et de temps en temps, j'ai besoin d'être un petit peu dans une estime de moi suffisante qui est très, très, très fausse. Donc ces personnes-là qui passent facilement d'un étage à l'autre, attention, ils n'ont pas de confiance en eux. Ceux qui sont avec une pseudo-confiance en eux extrêmement forte, assez régulièrement, si je vous encourage à aller gratter en dessous, c'est qu'il y a un problème de confiance en soi chez ces personnes-là. Alors, ça c'est le diagnostic. Moi, je reste vétérinaire, hein. Diagnostic, traitement, c'est très très simple. Alors, les solutions pour développer l'alchimie de la confiance, c'est quoi la confiance à titre personnel? Okay. C'est la capacité à faire circuler l'énergie entre ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis et ce que je fais. Alors, les tâches du dessus, là, pensée, nous, veto, mental, c'est pas un problème, quoi. Quand on vous dit qu'est-ce que tu ressens, oula, ressenti, mais je sais pas ce que c'est, moi, ça, quel c'est ton sentiment, oulala, moi j'ai pas de sentiment. Ouais, on n'est pas du tout formaté par ça dans toutes les éducations qu'on a pu avoir. Ce que je dis toujours, hein, si quelqu'un vous a mis une note une fois, voilà, tu as eu 8 sur 20, on va vous dire, mais comment tu fais pour avoir 14 ou 18, etc. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu as 8 sur 20? Ça, je pense qu'on ne vous a jamais posé cette question-là. Alors que la relation interpersonnelle se travaille à ce niveau-là, pas à ce niveau-là. Elle se travaille au niveau des ressentis, évidemment. Donc, la capacité à faire circuler l'énergie à titre personnel entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous êtes capable de dire et ce que vous êtes capable de faire, c'est ça qui va être extrêmement important pour votre confiance en vous et bien sûr par rapport à chacun dans l'équipe, par rapport à la totalité de l'équipe. Alors ce que vous pensez et ce que vous ressentez, si vous n'êtes pas capable, parce que vous n'avez pas la possibilité de le faire, et ce n'est pas forcément de votre faute, de l'exprimer,
ce qu'on appelle une rumination, quoi. Et les ruminations, je peux vous dire, avec Eric Veto, il y en a. Hein. Luminaire, ça se joue pareil. Voilà. Alors, très fort. Ou alors, je vais dire à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, putain, faut que je te dise tout ce qu'il a fait, lui, etc. Ouais. Mais en fait, c'est l'autre qui est concerné. Donc, moi, je veux bien t'écouter, mais je sais pas quoi faire, quoi. Voilà. Et donc, c'est naturel, c'est humain. Hein. Ne partez pas en courant, c'est que c'est comme ça. Parce qu'il y a un moment donné, sortir de l'eau, d'accord, passer de ce que je pense à ce que je dis, ça n'est pas très, très facile à faire. Et donc, la confiance, elle est à titre individuel dans cette capacité-là d'être complètement aligné dans ces 4 dimensions-là. Et bien sûr qu'il faut que chacun dans l'équipe soit capable d'être aligné pour avoir quelque chose qui va être la confiance dans l'équipe. Alors, comment on fait grandir la confiance des individus, c'est-à-dire que les personnes qui ressentent d'avoir pas assez de confiance en elles en particulier? Je vous l'ai dit, la problématique, elle est collective. C'est le regard des autres qui va faire que j'ai pas assez de confiance en moi. Donc, si la problématique est collective, les solutions, elles seront forcément collectives. Et j'ai souvent besoin des autres pour arriver à faire grandir ma propre confiance en moi. Alors, on a tous 3 zones, tous. La première, c'est la zone de confort. C'est ce que je sais faire, comme je sais le faire, là. Putain, je suis plutôt à l'aise, c'est le flow. Ouais, top. Ouais, ok. Ensuite, on a une deuxième zone, là, qui est la zone d'apprentissage, la zone de défi, qui est plus ou moins grande, dans laquelle on peut être peut-être avec une zone de confort qui est bien plus élevée que celle-là, parce que j'ai eu des expériences, parce que j'ai eu des formations, parce que j'ai fait grandir ma zone de confort petit à petit. Et puis une troisième zone là, qui est la zone inconnue, la zone de panique. Si Laurence de la Ferrière ce soir me dit je vous emmène demain pour aller monter au sommet de l'Everest, je ne veux pas y aller. Oui, bien sûr. Donc ne rentrez jamais dans votre zone de panique, c'est quelque chose qui va forcément vous poser un problème. Alors les gens qui n'ont pas de confiance en eux, la première chose, c'est de comprendre qu'on a tous des limites. Eux, ils ont le sentiment d'avoir des énormes limites très proches de leur zone de confort. Puis toi, t'es tellement formidable, c'est tellement génial, toi, t'as jamais aucun problème. Mais si, on a tous des problèmes, d'accord? Et donc, même Tom, voilà, il nous montre quelque part que l'humilité, c'est quelque chose qui est juste de montrer ses limites. Et on a tous des limites qui sont notre humanitude. Ok, première notion. Deuxième notion, c'est, en fait, ma zone de confort, c'est la zone de mes compétences conscientes. Ce que j'ai bien comme certitude d'avoir comme compétence. Notre cerveau, c'est 10% de conscient, 90% d'inconscient. Et donc, finalement, ma zone de compétence réelle, elle est essentiellement dans mon inconscient, puisqu'il y a peut-être un grand monde qui m'en a fait prendre conscience. Et donc, la première chose importante, c'est de travailler un peu sur soi ou de se faire aider par des gens de l'équipe pour comprendre un tout petit peu, d'arriver à intégrer toutes les compétences que j'ai, qui ne me paraissent pas en conscience et pourtant que je peux développer au sein de la clinique. Et pour ça, j'ai forcément besoin du regard des autres et j'ai forcément besoin de la reconnaissance des autres. Je vais te montrer quelque part que tu es capable de le faire et tu sais que tu l'as déjà fait. Et ça, c'est du travail un peu de coaching et d'approche individuelle par rapport à ça. Et après, pour arriver à faire grandir tout ça, avant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment donné où on est très vite tenté lorsque j'ai plus de peur que de confiance, ou lorsque je suis dans ma position plus-moins dont je vous montrais tout à l'heure, d'accord? C'est je vais te montrer ce que c'est, quoi. Moi, je sais faire que les ovarios de chat. Moi, je peux faire l'ovario hystérique de Terre-Neuve, c'est pas un problème, tu vois. Parce que sinon, tu vas te foutre de moi, etc., etc. Voilà. Donc, le grand saut, là, voilà. Le grand saut de Tarzan, c'est ce qu'on appelle l'excès de confiance. Et en général, ça se termine plutôt mal. Ça a même plutôt tendance à diminuer sa propre confiance. Et donc, il est important, quelque part, pour éviter ça, qui est un obstacle qu'on rencontre extrêmement fréquemment, c'est de faire ce que Philippe Silberzan a dit hier, et qui est quelque chose qui est très important, c'est de faire des petits pas juste à côté de sa zone de compétence, dans ce que les pédagogues appellent la zone proximale de développement. Et c'est cette capacité de sortir de sa zone de confort, de compétence, qui se mettent dans l'insécurité, qui va faire gonfler la confiance en soi, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait ou qu'on n'a pas vraiment réussi la dernière fois. Et donc j'ai besoin aussi de la répétition, parce que mon cerveau il est un peu têtu, il voit toujours le négatif, et pour arriver à lui faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, il va falloir que je renouvelle ça très régulièrement. Donc la stratégie pour aider les gens qui n'ont pas assez de confiance en eux, les petits pas en dehors de leur zone de confort, et je soutiens et j'encourage à chaque fois qu'ils ont fait des petits pas, chaque fois qu'ils ont essayé, chaque fois qu'ils ont réussi, mais même déjà essayer, c'est déjà extraordinaire, pour arriver à faire gonfler leur confiance en eux. Et puis ensuite, eh bien, très clairement, j'ai besoin de reconnaître à chaque fois les réussites, et donc de soutenir les efforts qui sont faits et d'avoir de la reconnaissance. Alors pour les personnes qui peuvent être concernées, parce que souvent, quand on n'a pas de confiance en soi, on dit « Ah, t'as fait un truc super. » Non, c'était nul. Non, mais en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'autre qui a fait la moitié du boulot, etc. Non. Donc, c'est difficile d'accepter la reconnaissance, d'accepter ces signes-là positifs. Pourtant, c'est extrêmement important. Et donc, c'est important d'intégrer ces feedbacks positifs.
Et si vous voulez avoir de la confiance, il ne faut pas avoir de la peur, d'accord? Donc n'ayez pas peur de l'imperfection. Ça ne sera jamais tout nickel la première fois, ou peut-être ça arrivera, ça sera peut-être une chance, ça ne sera pas nickel à ce moment-là la seconde fois. Et donc je vais essayer, je vais m'autoriser à essayer, je vais m'autoriser à, pas forcément à réussir, je me donne le droit à l'erreur, ou les gens dans l'équipe vont me donner effectivement le droit à l'erreur. Et puis, pour arriver à faire ça, centrez-vous sur vos compétences conscientes, sur vos talents, sur vos forces. On a toujours envie d'aller chercher des trucs qu'on ne sait pas faire, mais il y a plein de choses qu'on sait faire, et il faut répéter ce que l'on sait faire, s'appuyer sur ses forces pour arriver à croître. Donc ça, c'est un petit peu du coaching individuel, qui est la responsabilité de toute l'équipe, peut-être parfois de quelqu'un de l'extérieur de la clinique. Et ensuite, comment on développe la confiance globale dans l'équipe. Premièrement, je vous l'ai dit, confiance en soi. Deuxième chose, donner sa confiance. Je vous encourage le plus possible à donner votre confiance à toutes les personnes avec qui vous travaillez. Vous faites un présupposé. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il ne va pas y avoir de temps en temps des gens, vous allez avoir un sentiment d'avoir donné votre confiance à tort. Quelqu'un que vous embauchez, que vous sentez, peut-être que c'est intéressant de lui donner votre confiance. Et dans 85 à 90% des cas, votre confiance va se traduire par quelque chose de positif. Donc pour peut-être 10% d'échecs, ça vaut le coup de donner sa confiance a priori. Et comment, deuxième chose, je vais pouvoir inspirer confiance, comme l'a dit Tom ce matin, eh bien, on a chacun cette capacité-là à faire circuler l'énergie entre ce que je ressens, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Pour l'autre, à l'extérieur, il y a l'invisible et il y a le visible. Et on essaye d'évaluer ce qui se passe. Est-ce que tu me dis tout ce que tu penses ? Et si j'ai le sentiment, moi, que tu ne me dis pas vraiment ce que tu penses, je vais être dans quelque chose qui s'appelle la méfiance. Et si j'ai le sentiment, ou plutôt la conviction, voire la preuve, que tu ne fais pas ce que tu dis, là, je vais être très clairement dans la défiance. Et donc, c'est cet alignement tel que je suis, mais aussi comment les autres le perçoivent, qui va faire petit à petit que je vais pouvoir travailler mon leadership et travailler la capacité à inspirer confiance, qui va beaucoup s'appuyer sur le fait de paraître authentique. Quand il me dit ce truc-là, j'ai l'impression vraiment qu'il le sent, qu'il le fait ou qu'il le ressent, parce qu'il y a de l'émotion, et donc ça crédibilise ce qu'il m'a dit ou ce qu'il fait. Comment je porte attention et comment je suis empathique vis-à-vis de l'autre, c'est ça qui va faire en sorte que je vais inspirer énormément confiance à l'autre. Alors c'est des choses qu'on travaille, c'est juste pour vous montrer que c'est très concret, ce que je vous dis là, c'est pas uniquement des grandes phrases. Voilà, on peut regarder ce qui se passe sur comment je m'évalue moi, la cohérence que je pense avoir entre ce que je pense et ce que je dis, entre ce que je dis et ce que j'avais envie de dire, et la cohérence que je ressens personnellement entre ce que je dis et ce que je fais. Et comme j'ai besoin du regard des autres et que j'ai besoin impérativement d'avoir leur miroir et leur feedback, je vais demander à mes associés, je vais demander aux autres personnes de l'équipe comment eux, ils me perçoivent par rapport à ça. Et plus il y aura un alignement entre les valeurs des uns et des autres, plus quelque part je vais pouvoir inspirer confiance. Et dans l'équipe, on travaille 9 leviers. Concevoir des défis difficiles et réalisables. Tom nous en a parlé ce matin aussi. S'il n'y a pas d'objectifs, s'il n'y a pas de défis, s'il n'y a pas des choses qui vont me permettre de bouger, ben je dirais je ne ferai pas croître la confiance puisqu'elle se croît que sur des actes. Deuxièmement, j'opte pour l'authenticité. Je noue des relations fortes en interne. On est capable de se dire les choses, de bien se connaître par rapport à ça. Je fais de la formation et je promeus la formation pour avoir de la croissance personnelle. J'informe. Tom nous en a parlé, la communication évidemment est essentielle pour développer, entretenir et développer la confiance. J'accepte d'exposer mes vulnérabilités. Ça veut dire que je vais faire en sorte que les autres aussi aient moins de scrupules à m'exposer leur vulnérabilité. On va mieux se comprendre, mieux comprendre nos peurs, et à partir de là, on va essayer de se donner un coup de main. Je nourris la prise d'initiative pour développer l'autonomie. Je confie des tâches, je délègue, et bien sûr, je vais finir par encourager, féliciter et reconnaître les performances. C'est un outil qui est construit à partir des travaux de Zach. Ça finit évidemment par quelque chose qui est fondamental, qui est la notion de reconnaissance. Il ne peut pas y avoir de confiance sans des signes de reconnaissance tangibles, et ça permet bien sûr d'aller sur la notion de reconnaissance. Donc voilà, cet outil-là, il existe, pareil, on évalue de 1 à 10, comment en fait on se donne des objectifs clairs, comment chacun délègue des missions, comment je reçois, moi, comment j'ai l'impression que tu me délègues des missions, comment j'ai le sentiment en tant que coéquipier que l'autonomie se développe. Alors pas de confiance sans une économie saine des signes
de reconnaissance. Je vous le dis très clairement, il suffit qu'il y ait un seul pneu dégonflé pour que la voiture s'arrête. Et les signes de reconnaissance sont la bombe anti-crevaison. C'est des pansements, envoyer de la reconnaissance positive. Il n'y a pas de contre-indication. Voilà, il n'y a pas de surdosage dans les signes de reconnaissance. En tout cas, il faut être au moins au-dessus de 11 signes de reconnaissance positive pour un signe de reconnaissance négatif pour commencer à peut-être paraître moins crédible. Je pense qu'il y a des marges de manœuvre par rapport à ça. Et donc, les signes de reconnaissance, c'est uniquement dire quelque part ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Alors c'est vrai qu'on n'a jamais été habitué par ça, je vous ai mis ça parce que j'ai retrouvé ça l'autre jour d'une de mes filles, d'accord, 17,5 sur 20, très bien, mais... Alors c'est positif, c'est pas positif. Ah non, je vais te montrer tout ce qui n'est pas positif par rapport à ça. Et puis 16 sur 20, c'est bien, sauf... Voilà. Donc on n'a jamais été dans notre système éducatif à être capable à faire de la reconnaissance positive et à faire un vrai feedback positif. Cette reconnaissance, pour qu'elle fonctionne, première notion essentielle, il ne peut pas y avoir de reconnaissance s'il n'y a pas d'attention à l'autre. Elle est forcément donc attentive. Deuxième chose, elle est authentique. Je ne raconte pas n'importe quoi, je dis vraiment ce que je ressens quand tu as fait telle ou telle chose. Sinon, c'est de la manipulation. Chose très très importante, elle est orpheline. Les signes de reconnaissance appartiennent à tout le monde. Évidemment, on imagine tout de suite le dirigeant vers son salarié, mais elle existe entre dirigeants, elle existe évidemment et elle est très forte entre salariés. Elle est aussi très intéressante entre ses clients et ses collaborateurs, entre ses fournisseurs et ses collaborateurs. Donc elle appartient absolument à tout le monde. Tout le monde peut faire des signes de reconnaissance positifs quand il s'est passé quelque chose. Elle est un cadeau, on dit bien donner des signes de reconnaissance. Donc c'est un cadeau, j'attends absolument rien en retour par rapport à ça. Et dernière notion très importante dans les signes de reconnaissance positive, je suis super content du travail que tu as fait hier soir. Je te remercie d'être resté jusqu'à 19h30 parce que tu finissais normalement à 19h, mais tu m'as vraiment donné un coup de main pour s'occuper du chien qui était hospitalisé. Elle va faire autant d'effets positifs sur la personne qui la reçoit que sur la personne qui l'envoie. Si j'envoie un signe de reconnaissance positive, je ne suis pas capable d'éviter de la sécrétion d'endorphines au niveau de mon cerveau. Et même les plus grands bouddhistes, avec des IRM, montrent que quand j'envoie du positif à quelqu'un, je me fais aussi du bien. L'altruisme est aussi un égoïsme. Ça marche, c'est gagnant-gagnant, ça tape sur les deux tableaux, donc je vous encourage à le faire sans aucun souci. Alors pour faire la reconnaissance, on n'est pas très très doué, je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais souvent on n'en parle pas. Mais c'est normal, elle le sait, pas besoin de lui raconter, etc. etc. Non, on a tous besoin. Directement à la personne concernée, plutôt à l'oral, pas par un mail. C'est déjà mieux de faire un mail que rien faire du tout. Mais on a peur de l'oral parce que là, je sais pas, je fais un peu de l'émotion, je sais pas comment lui dire. Mais c'est pas grave, l'émotion c'est un ami, c'est un cadeau les émotions. Faut sortir de cette notion-là que les émotions c'est des ennemis. Non, c'est quelque chose qui va justement montrer que vous êtes dans l'authenticité, en face à face à la personne. Soyez donc la plus authentique et sincère possible et essayez de le faire le plus rapidement possible après les faits, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça arrive t'entends, ah tu sais le truc que tu as fait il y a 6 mois là, je te trouve c'était super bien. Ouais, enfin, c'était quoi que j'ai fait il y a 6 mois, je sais plus, il se passe tellement de choses dans nos vies que c'est un peu compliqué. Donc envoyez du positif très rapidement après les actions, les choses qui ont été mises en place et qui entraînent cette reconnaissance positive. Alors en conclusion, pour arriver à tenir le timing, et je sens la pression énorme de Charlotte, tu vois Tom, on a au moins un truc en commun, voilà. Pour progresser, les petits pas, extrêmement important. Deuxième chose, c'est que chaque fois des gens font des petits pas, envoyer des signes de reconnaissance, utiliser des outils qui sont peut-être des outils un peu annexes au départ, mais qui feront qu'à un moment donné, vous aurez un peu plus de facilité à le faire, dans différents outils qui peuvent exister par rapport à ça. Et juste pour finir, 2 notions très importantes. Première chose, comment on arrive à faire croître la confiance dans l'équipe, ce que j'appelle moi la boussole D2R2. Alors ça rappelle peut-être des vieux trucs, voilà. Alors qui était R2D2, hein, je sais, voilà, on dit ça. Bon, voilà pourquoi. 4 verbes que je vous encourage à essayer de mettre en place progressivement. La première chose, c'est demander. C'est le Nord. Ça commence forcément par là. Demander. On a parlé plein de fois d'oser demander. Comment je vais pouvoir favoriser la demande d'un de mes salariés? Et j'ai aussi ma part de responsabilité par rapport à ça. Il y a plein de choses qu'on peut demander. On peut demander une augmentation, on peut demander de l'aide, on peut demander une information, on peut demander pardon. C'est normal de demander quelque chose. Et comment on arrive à développer le fait que la personne en face de moi arrive
ose demander. Sinon, elle ne demande pas, je ne saurai jamais, on n'aura jamais avancé par rapport à ça. Ça montre aussi, si je demande un coup de main, si je demande de l'aide, que j'ai confiance dans l'autre, et oui, tiens, comme par hasard, et que j'ai besoin de l'autre, et que je suis peut-être un tout petit peu vulnérable, parce que finalement, tout seul, j'y arriverai pas, tout seul, je ne sais pas tout faire, tout seul, je n'aurai pas le temps de tout faire. La deuxième chose, c'est donner. Il y a plein de choses qu'on peut donner un coup de main, donner du temps, donner des infos, donner du sens, donner sa confiance, donner du feedback. Il y a encore plein de choses qui n'apparaissent pas sur ce graphique-là. Et je commence par donner. Dans une équipe, on commence par donner à l'autre pour le faire grandir, pour le rendre autonome. Et ensuite, en troisième, j'attaque les R2, le recevoir. Parce que j'aurais donné à l'autre, il y a des grandes chances qu'il me rende quelque chose, il y a des grandes chances qu'il va pouvoir me donner en retour. Et donc, je vais avoir un certain nombre de choses qui vont me revenir, de l'aide, de la reconnaissance, du feedback. On peut évidemment recevoir un cadeau, peut-être aussi de ses clients. Et je donne pour recevoir, non pas dans le but de recevoir, et c'est très important, sinon on va voir comment on peut être très déçu par rapport à ça. Mais je donne parce que c'est la meilleure solution qu'il y a pour arriver à recevoir en retour. Et je finis par rendre. Je rends un service, je rends ce qui a été emprunté. C'est-à-dire que quelque part, si j'ai reçu, je suis dans une position de redevabilité, donc je vais plus facilement rendre. Et si je rends quelque chose à quelqu'un, je vais être beaucoup plus à l'aise pour aller lui demander la prochaine fois, parce que c'est un peu plus lui qui sera redevable. Et donc, je vais commencer à rentrer dans un cercle vertueux où je vais être à l'aise pour demander la prochaine fois et d'arriver à augmenter progressivement la confiance au sein de l'équipe. Et je dis ça parce que dans les cliniques vétérinaires, sur les dernières années qu'on a vécues, on est extrêmement fatigué. Ça peut être un petit peu mieux depuis quelques mois, heureusement, quoi. Et on n'est pas fatigué d'avoir trop donné. On est tous fatigués, vous êtes tous fatigués de ne pas avoir assez reçu en retour. Voilà. Parce qu'on a beaucoup donné et que quelque part, je n'ai pas le sentiment d'avoir autant eu en retour, en particulier de ses clients. Et je termine là-dessus, Charlotte, t'inquiète pas, c'est la dernière diapo. Et je dirais que là, on est peut-être un peu au-delà du sujet, mais vous verrez qu'on est complètement, pour moi, dans le sujet. C'est qu'on est, en tant qu'être humain, quand on est, avec 3 besoins fondamentaux. Merci, Charlotte. 3 besoins fondamentaux. On considère que l'être humain est un mammifère qui naît prématuré. Le poulain, le veau, le chaton, le chiot, ils sont vite capables de se mettre assez rapidement debout, de pouvoir téter tout seul. Alors que l'être humain, tant qu'il n'a pas un an, globalement, c'est un peu compliqué pour lui. Et on a tous ces 3 premiers besoins qui sont l'amour, besoin de sécurité, besoin de reconnaissance. J'ai besoin de l'amour, symboliquement, pas de ouh dans la salle, symboliquement le sein de ma mère, d'accord. J'ai besoin de la sécurité qui était plutôt traditionnellement apportée par le père, parce que si je suis tout seul, je vais mourir, j'ai froid, j'ai faim et je vais peut-être être kidnappé. Et j'ai un besoin de reconnaissance. C'est pour ça qu'on a tous ce besoin de reconnaissance. Les gens vous disent, moi la reconnaissance, je n'ai pas besoin. Non, c'est pas vrai. On a tous besoin de la reconnaissance par rapport à ce que l'on fait. Quand je suis dans ces 3 dimensions-là, je suis forcément dépendant des autres. Je suis un mendiant de l'amour de l'autre, de la sécurité de l'autre et de la reconnaissance. Et le travail que je vous propose progressivement de faire, mais ça peut être évidemment un chemin de vie, c'est de transformer l'amour en estime de soi. Ah oui, on retombe dans le sujet, évidemment. J'apprécie qui je suis. Je transforme la notion de sécurité en confiance en moi et je transforme la reconnaissance en satisfaction. À partir du moment où j'arrive à faire ce travail-là, je suis dans 3 dimensions, dans 3 besoins où je suis à ce moment-là capable de les assumer tout seul. Et plus vous rechercherez la satisfaction de vos clients, moins vous aurez ce besoin de reconnaissance et plus vous serez aligné avec moi, avec vous-même, de faire ce que vous faites, là où vous le faites, dans les conditions que vous le faites, avec l'équipe dans laquelle vous êtes, et vous aurez du plaisir à travailler, et on retombe évidemment sur la qualité de vie au travail. Si j'ai ces 3 dimensions-là, je suis non plus dans la dépendance à l'autre, mais je suis bien dans l'interdépendance, qui est la meilleure position par rapport à ça. Alors la reconnaissance, c'est pas qu'on en a plus besoin, hein, c'est qu'elle n'est plus un besoin. Elle est à ce moment-là un bonus de plaisir. Je suis déjà satisfait de faire ce que je fais. Et si en plus j'ai de la reconnaissance positive de mes employeurs, de mes collaborateurs, de mes clients, forcément je vais encore aller bien mieux dans ma vie. Voilà, merci. Merci Pierre. Alors on va prendre quelques questions. Très rapidement, parce que Hélène et Cyril vont avoir donné du temps. Alors, écoute,
Alors pour un recrutement, alors François, c'est l'outil que j'ai montré, que tu connais aussi, qui est l'outil basé par Shoot. C'est normal quand on arrive dans une équipe, on n'a pas de confiance dans l'équipe, dans ce que je fais, ce que j'apporte, etc. Et cet outil-là, qui est dans les 3 dimensions de l'élément humain de WeShoot, permet de voir que progressivement je m'intègre dans l'équipe. Et c'est important de le faire toutes les 3 semaines, tous les mois, tous les 2 mois, suivant les personnes. Et on part, évidemment, quand vous arrivez, on a tous été comme ça. La première fois que vous arrivez dans l'équipe où vous êtes, où aujourd'hui vous travaillez, je connais personne, je sais pas ce qu'il faut faire, je connais pas comment ça fonctionne, etc., etc. Donc on n'est pas à ce moment-là très bon sur son notion d'inclusion. La notion d'inclusion, c'est je fais partie de l'équipe ou je ne fais pas partie de l'équipe. Et on a tous besoin d'être positionnés par rapport à l'équipe. On est des animaux grégaires, donc on a besoin d'appartenir à un groupe, à une équipe, à une collaboration, à une famille. Donc j'évalue où est-ce que j'en suis par rapport à est-ce que je me sens dans l'équipe ou pas. Et là, il y a énormément de choses à faire dans l'inclusion. Je vais essayer d'aller vite par rapport à Charlotte, sinon je vais me faire arracher un œil. Mais j'irai tous les outils qui sont à mettre en place quand la personne arrive dans l'équipe, quoi. Elle a tout sur place, la blouse qui est logotée, son adresse mail si tout le monde en a une à titre professionnel, le rendez-vous qui est pris pour la médecine du travail. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Je suis attendu et il y a même un pot d'accueil le lundi quand tu arrives pour savoir que tout le monde sache qui tu es, etc. Donc ça, c'est l'inclusion. La deuxième notion, c'est l'influence. Je sers à quelque chose dans l'équipe, j'apporte des compétences, on attend de moi ceci ou cela, j'attends aussi, parce que c'est dans les 2 sens, des compétences de la part des autres. Et donc, je veux être parti de 0 ou pas loin en inclusion, je vais monter progressivement en inclusion, et quand je serai monté en inclusion, je vais commencer à travailler mon influence, naturellement, et parce que j'aurai le sentiment de servir à quelque chose dans l'équipe, qu'on va bien se connaître, qu'on va mieux se connaître, qu'on va être capable d'échanger plus facilement et d'aller un peu plus loin sur la notion d'ouverture. Voilà, donc ces 3 paliers-là sont des paliers fondamentaux qui sont directement liés à la confiance en soi. À partir du moment où j'ai le sentiment de servir à quelque chose dans une équipe à laquelle j'appartiens, et qu'on est content de me voir arriver le matin, je vais être aligné par rapport à ma confiance en moi. Un super sujet. Tu as dit tout à l'heure que les réseaux sociaux, c'était pas terrible pour la confiance en soi. Et pourquoi en fait? Parce qu'il y a des modèles qui sont très positifs. Enfin, moi, quelquefois, je trouve des modèles qui sont super. Donc voilà. Il faut juste faire faire à votre cerveau. Et ça dépend de ce que disait Tom. On a des personnalités qui sont très versées dans l'optimisme, qui voient très rapidement le verre à moitié plein. Mais naturellement, notre cerveau, c'est instinct, survie. Je vois tout ce qui pourrait arriver de négatif, quoi. Voilà. Ça, c'est aussi pour ça qu'on est là encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on partait il y a quelques milliers d'années à la chasse au mammouth avec un bout de bois qui était vaguement passé dans le feu, qui était un peu noirci, je dirais si j'étais pas avec un instinct de survie, je serais mort rapidement, quoi. Voilà. Donc, je dirais physiologiquement, notre cerveau, il est basé survie et il va toujours voir ce qui est négatif. Alors oui, il y a plein de choses positives qui arrivent sur les réseaux sociaux. Il y a plein de possibilités d'aller chercher des informations positives. Mais déjà, les réseaux sociaux, ils aiment bien vous amener là où vous allez cliquer. Vous verrez que vous cliquez plus facilement sur les catastrophes, sur les problématiques qu'il peut y avoir. Donc la fois d'après, vous aurez forcément encore plus d'informations négatives, puisque ça semble vous intéresser. Mais il y a des choses comme le média positif. Il y a un certain nombre de médias qui vous montrent tout le positif qui existe dans une journée. Et je dirais qu'il faut juste, plus ou moins facilement, suivant les personnalités, aller chercher ces choses-là, quoi. Voilà, on va s'arrêter là, oui, Pierre. Merci. Je sais, je frustre quelqu'un sur une question, mais je ne peux pas faire autrement, sinon vous n'allez pas manger. Donc, ça ne va pas être possible.